Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer l'inclusion en question des personnes handicapées, je suis en compagnie de Sophie Cluzel. Bonjour. Bonjour. Sophie Cluzel, vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées depuis 2017, mais j'aimerais tout d'abord que vous évoquiez la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez raison, c'était un grand homme, c'est le président de ma jeunesse. C'est un homme qui a marqué notre temps, même s'il n'aimait pas ce mot de réforme, par une modernité très importante. C'est le père fondateur, en tout cas pour le handicap, dans la grande loi de 1975. Il a ouvert vraiment les possibles. Alors qu'est-ce pour qu'elle les disait personnes justement? Parce que ça, c'est assez méconnu, Sophie C'est Cluzel. très méconnu en effet. C'est Simone Veil qui l'a porté, cette loi de 75, et elle a ouvert justement les possibles et l'obligation justement d'emploi des personnes handicapées, voir les personnes comme des potentiels travailleurs, ce qui était très très novateur. Et donc il a vraiment enclenché cette citoyenneté des personnes handicapées. Et en cette journée internationale des droits des personnes handicapées, je trouve que lui rappeler cet hommage à Valéry Giscard d'Estaing, grand président réformateur, mais pas que. Je voudrais aussi rappeler que c'est lui qui a fait le droit de vote à 18 ans. C'est pour ça que, quand je l'ai rencontré il y a 2 ans, nous avons échangé sur ce point-là parce que le président de la République, Emmanuel Macron, portait justement le droit de vote pour les personnes majeures protégées sous tutelle, que le handicap ne soit plus une excuse pour priver les personnes handicapées de leur droit de vote. J'avais échangé avec lui, il était extrêmement favorable, il avait salué cette motion vraiment novatrice aussi de redonner la pleine dignité à toutes les personnes en situation de handicap. Donc un grand réformateur et une personne, un président, je pense, qui a marqué. Et qu'est-ce qui reste après un président, si ce n'est des réformes sociétales qui changent la vie des personnes? Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, la situation des personnes handicapées, Sophie Cluzel, Madame la Ministre, c'est des difficultés supplémentaires du fait du Covid. Quelles sont à la fois les différentes situations auxquelles il faut faire face et les mesures qui sont prévues à cet effet? Alors, en effet, nous avons voulu réagir extrêmement vite. Le premier confinement a été compliqué, ça c'est certain, puisque tout était fermé et donc les personnes handicapées étaient vraiment aussi en difficulté. Nous avons réagi très vite en assouplissant les règles. Le deuxième confinement a été beaucoup mieux supporté, tout était resté ouvert et donc en fait tous les accompagnements pouvaient se continuer. Ce que j'ai fait surtout, c'est que je ne veux pas que cette crise économique touche en premier les personnes handicapées, qu'elle soit la variable d'ajustement justement sur des licenciements. Le maintien dans l'emploi est très important. Donc nous avons un plan de relance inclusif, si je puis dire, avec très très actif pour avoir des mesures d'accompagnement, des aides à l'emploi très importantes, 4 000 € pour une embauche d'une personne handicapée, 8 000 € pour l'apprentissage. Donc nous avons mobilisé, j'ai mobilisé pendant tous ces 6 derniers mois l'ensemble des entreprises. Les grandes entreprises se sont engagées dans leur responsabilité sociétale avec 140 entreprises qui ont signé le manifeste inclusion en décembre 2019. Donc nous les avons remobilisés, ainsi que les organisations syndicales, pour porter dans le dialogue social cette situation des personnes en situation de handicap. Donc nous sommes à leur côté et nous faisons feu de tout bois justement pour pouvoir protéger leur emploi, ça c'est très important, et pour les accompagner. Parce que ce que j'ai voulu aussi depuis 2017 et qui se réaffirme, c'est, je vous rappelle quand même que le handicap est priorité du quinquennat. Le président de la République a voulu placer le secrétariat d'État auprès du Premier ministre pour réaffirmer l'importance et la dignité des personnes en situation de handicap. Et donc moi, je m'attelle à creuser le sillon vraiment d'avoir des droits réels et non pas incantatoires. Les personnes handicapées doivent avoir un accès à leurs droits beaucoup plus simple. Nous avons complexifié la vie des personnes. Imaginez-vous que nous sommes le premier gouvernement à dire: nous sommes en confiance avec vous. Vous n'avez plus besoin tous les 3 ans de nous prouver votre handicap pour vous donner des droits. C'est quand même insupportable de devoir aller prouver sans arrêt bien son handicap. Ça, c'est fini. Mais pas que. Ce droit de vote des personnes handicapées. Le droit, par exemple, tout simplement à être parent quand on est en situation de handicap, avec des aides adéquates. Donc vraiment, un quinquennat qui replace la personne handicapée comme une personne et un citoyen à part entière. Mais alors justement, est-ce que vous n'avez pas peur, Sophie Cluzel, Madame la Ministre, qu'il y ait aujourd'hui, encore avec le Covid, moins de moyens pour faire face aux différentes missions que vous devez mener à bien dans votre secrétariat d'État, moins d'argent pour les personnes handicapées? Non, au contraire, ça a été réaffirmé. Le Premier ministre a tenu un comité interministériel du handicap.
Permettez-moi juste de rappeler l'ensemble de l'investissement de la nation auprès des personnes handicapées. C'est plus de 51 milliards qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap, à travers presque 12 milliards pour l'allocation adulte handicapé, 900 euros par mois, qui a été revalorisée sous ce quinquennat. Elle est passée de 800 à 900 euros par mois. Ces 12 milliards qui soutiennent justement tous les établissements médico-sociaux et les services qui accompagnent les personnes. C'est plus de près de 4 milliards au sein de l'éducation nationale pour accompagner la scolarisation, si importante. Parce que ce vivre ensemble, il doit démarrer dès la crèche, dès l'école, apprendre ensemble sur les bancs de l'école, puisqu'il nous faut monter justement le degré d'acceptation de la différence. Et donc cet enjeu, il a été réaffirmé, et donc, oh non, les budgets sont en hausse, et justement cet accompagnement est si important. Bon, il faut dire, Madame la Ministre, que la question des personnes handicapées n'est pas une question théorique pour vous. Vous la connaissez puisque votre fille Julia, qui est âgée, je crois, de 25 ans, est porteuse de trisomie 21. Et justement, qu'est-ce que cela vous a permis de découvrir lorsque vous êtes devenue donc mère de Julia? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire pour les personnes handicapées, notamment celles porteuses de trisomie 21? Alors, je pense que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie professionnelle. J'étais chef d'entreprise, j'étais surtout présidente d'association à la naissance de Julia, ma 4e enfant. Je me suis dédiée vraiment à la place des personnes handicapées à l'école, parce que je pense que tout démarre par l'école. Et Ça donc, veut dire que vous avez dû cesser, pardonnez-moi, comme 95% des femmes, elles cessent leur travail pour s'occuper de leurs enfants. Et tout de suite, j'ai vu que le collectif était beaucoup plus fort. Et donc, j'ai largement élargi et j'ai parlé vraiment à toutes les situations de handicap. Il faut quand même rappeler que c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, avec des variations de situations. Vous avez du handicap moteur, sensoriel, mental, psychique, l'autisme. Donc, en fait, il n'y a pas une personne, c'est une singularité parmi énormément de personnes en situation de handicap. Donc, ce que j'ai pu surtout apprendre, c'est le désir de ces personnes de tout simplement avoir accès, comme vous et moi, de façon naturelle à la vie la plus normale possible, en étant accompagnés autant que de besoin. Mais ce que vous avez vécu, vous, c'est-à-dire devoir abandonner votre travail pour vous occuper de votre fille, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une mère, un père placé dans cette situation devrait lui aussi abandonner son travail? Et c'est ce qu'on ne veut plus, justement. C'est pour ça qu'on travaille vraiment sur l'école, pouvoir scolariser les enfants handicapés, que tout se passe dans cette école, que les rééducations se passent dans l'école. C'est très novateur. Nous sommes en train de construire le grand service public de l'école inclusive avec Jean-Michel Blanquer. Mais après, derrière, ce que l'on veut, c'est monter en qualification, avoir accès à un emploi, vivre, se loger au milieu des autres. Donc nous sommes en train de révolutionner la place des personnes handicapées dans la société, Bon, mais avec de la révolution l'habitat. est longue, puisque d'après ce que l'on entend, eh bien, les parents de personnes handicapées trouvent que les auxiliaires de vie manquent, que les classes sont relativement mal adaptées. On part de loin. Regardons dans le rétroviseur. On part de très loin et on a avancé très vite. C'est 6% de plus d'enfants handicapés dans les écoles chaque année. C'est 110 000 personnes qui font l'accompagnement des élèves en situation de handicap. C'est des adaptations permanentes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout citoyen en France est capable aussi de faire accélérer ce changement. C'est accepter la différence, c'est se pousser, faire la place aux personnes en situation de handicap. C'est les parents d'enfants qui ne sont pas handicapés qui doivent aussi accueillir cet enfant handicapé. Il en va de la responsabilité de tous, et je dis souvent, nous sommes tous concernés, tous mobilisés pour accélérer cette société inclusive. Il y a une colère, par exemple, des personnes atteintes de troubles autistiques qui considèrent que le gouvernement a pris les mauvaises décisions, que les associations qui les encadraient, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Non, je pense qu'on est le premier gouvernement à avoir fait la grande stratégie nationale pour l'autisme. Pourquoi cette colère est selon vous injustifiée? Parce que quand on est parent, ça ne va jamais assez vite. Et je sais de quoi je parle. C'est pour ça qu'il y a toujours de la colère et c'est pour ça que nous devons accélérer. Mais sur l'autisme, au contraire, le président de la République l'a instauré dès son arrivée comme grande cause et nous avons travaillé sur une stratégie avec un consensus national de toutes les associations. C'est un milieu extrêmement divisé. Donc nous les avons rassemblés. Nous avons mis 350 millions. Nous avons fait la prise en charge précoce. Aujourd'hui, les parents n'ont plus à sortir 2 000 € comme ils l'avaient chaque fois pour avoir de la psychologue, pour avoir du psychomotricien. Donc nous avançons. Mais je suis parent, je sais que ça va jamais assez vite. C'est pour ça qu'il y a de la colère, c'est normal. Donc nous sommes là justement pour changer les choses. Et au contraire, sur l'autisme, je pense que nous avons fait des grands pas. Il reste encore des sujets, bien sûr, mais nous avons une intervention précoce remarquable. Nous avons ouvert plus de 300 classes autistes en maternelle, en élémentaire, pour permettre à ces enfants
qui ont besoin d'un très gros étayage, d'apprendre au milieu des Mais autres. alors justement, l'inclusion, elle demande encore une fois des moyens, elle demande aussi une mobilisation de tous. Je vois par exemple, j'ai des enfants qui sont scolarisés dans une école avec de jeunes enfants malentendants Mhm. et on leur apprend la langue des signes. Mais on voit que tout ça est compliqué à mettre en œuvre, qu'il faut des moyens supplémentaires et ces moyens, il manque encore beaucoup à l'appel. Alors, je pense que les moyens sont là, seulement ils sont moins fléchés directement à la personne. Et là aussi, nous sommes en train de transformer. Notre pays a été très protecteur avec les personnes en situation de handicap, avec des établissements médico-sociaux. Et là aussi, nous transformons le mode d'accompagnement. Les personnes, maintenant, nous disent, moi, je veux apprendre au milieu des autres, je veux travailler au milieu des autres. Donc, de la même façon que nous avons fait l'école accompagnée, nous sommes en train de faire l'emploi accompagné, le job coaching. Et c'est très important pour rassurer. Quand vous avez, par exemple, un salarié qui a un handicap psychique, c'est compliqué pour les collaborateurs et pour l'employeur. Donc nous mettons du job coaching, c'est-à-dire que les associations viennent aider les spécificités du handicap. C'est comme ça qu'on change la société. On a trop longtemps travaillé sur la personne. Moi, ce que je veux, c'est que la société comprenne qu'avec des adaptations simples et faciles, elle peut faire sa place à la personne en situation de handicap. Et puis moi, je suis la ministre du quotidien. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est de toute façon accélérer les droits des personnes en situation de handicap. Ça, on voit bien que c'est primordial, mais on voit par exemple qu'il est extrêmement difficile pour une personne handicapée dotée d'un handicap moteur de prendre le métro à Paris. Bien sûr que c'est difficile. Le métro n'est pas accessible. 3% des personnes en situation de handicap sont en handicap moteur. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les bus accessibles, les tramways accessibles, et on travaille surtout à connaître les chemins qui sont déjà accessibles. Chaque nouvel morceau de ligne est totalement accessible. C'est un métro qui date de plus de 100 ans. C'est des coûts énormes à pouvoir mettre en accessibilité et parfois des impossibilités techniques. Mais partout ailleurs, chaque fois qu'on a mis un tramway, ça a complètement changé la vie de tous. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait des investissements pour l'accessibilité des personnes, par exemple à mobilité réduite, on fait des investissements pour tous les Français, pour les personnes âgées, pour les familles nombreuses. Donc c'est dans ce cheminement-là qu'il nous faut aller. Mais pourtant, je vois là aussi que, par exemple, dans l'actualité judiciaire, un handicapé a été débouté en cassation pour un combat qu'il menait pour l'accessibilité des trains. Donc là, en l'occurrence, c'est la condamnation de la SNCF qui a été annulée. On voit que ce qui pourrait passer pour quelque chose de complètement naturel, Madame la Ministre, le fait que les trains soient accessibles aux personnes handicapées ne l'est pas en réalité. Alors, ça avance, on a du retard, on a une planification qui est travaillée avec les associations et ça aussi, c'est très important parce que ma politique, c'est de construire avec les associations parce que qui est mieux expert de ses besoins que les personnes elles-mêmes. Donc avec la SNCF, j'ai reçu le président il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours pour qu'il m'assure qu'il serait dans son calendrier de planification malgré le Covid et que le plan de relance... Et vous y croyez vraiment le plan de relance... Covid, parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement d'argent qui a déjà été mobilisé pour un certain nombre de conséquences du Covid qu'on se dit que pour les grandes causes, pour les personnes handicapées, il va être très difficile de Mais bien trouver sûr que l'argent. non, mais bien sûr que non. 120 millions qui ont été fléchés justement pour la mise en accessibilité des gares, pour respecter le calendrier. Donc moi, je me suis battue justement pour que ça ne soit pas une variable d'ajustement et que tout ce qui avait été planifié puisse être programmé et maintenu. Ça, c'est très important. Et donc dans ce plan de relance, je vous dis plus de 100 millions pour l'emploi, 120 millions pour l'accessibilité. Dans le grand plan d'accessibilité énergique, ça sera y compris la mise en accessibilité des locaux. Donc partout a été maintenu. Le Premier ministre a rappelé que c'était une mobilisation nationale du gouvernement le 16 novembre dernier et chaque ministre a sa feuille de route avec un haut fonctionnaire chargé de la mettre en application. Donc croyez-moi, je suis là pour justement aider mes collègues à respecter leurs engagements. Bon, l'autre enjeu, Madame la Ministre, c'est la question du regard porté sur les personnes handicapées. Et là aussi, c'est un vaste chantier. Oui, mais là, tout le monde est concerné. Ça, c'est chaque citoyen qui doit un peu changer son regard. C'est pour ça qu'il est important de cette journée internationale du handicap. Mais au-delà de ça, nous avons maintenu l'ensemble de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Nous avons fait le Duo Day. Permettez-moi de rappeler à vos auditeurs ce que c'est. Une journée où une personne handicapée travaille avec une personne valide, lève son autocensure, aller vers des métiers différents. Les collaborateurs découvrent ce que peut être un handicap invisible, par exemple. C'est plus de 10 000 duos qui ont été faits. Le président de la République... Un handicap invisible. Un handicap invisible, c'est par exemple un handicap psychique. Une surdité, c'est invisible. Si vous ne savez pas que la personne est sourde, c'est totalement invisible. Si vous avez des maladies invalidantes chroniques qui sont invisibles, beaucoup, 80% des handicaps sont invisibles. Mais je voudrais rappeler que sur ces 12 millions de personnes en situation de handicap, les situations sont extrêmement variées. Et puis permettez-moi de penser aussi aux 10 millions d'aidants
qui accompagnent les personnes handicapées, les personnes âgées, qui sont un des piliers de notre société et qui contribuent justement à leur intégration à cette société inclusive. Où là aussi, on voit des situations qui sont des situations extrêmement compliquées lorsqu'on est aidant d'une personne handicapée invalide, lorsqu'on est soi-même pas jeune, parce que bien souvent, on a affaire à des aidants qui sont elles-mêmes des personnes âgées. Madame la ministre, là aussi, on se dit que beaucoup reste à faire. Beaucoup est fait déjà, beaucoup reste à faire. Nous avons un congé rémunéré pour les aidants au sein des entreprises, 3 mois possibles justement pour concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle, si important de pouvoir garder son travail quand on est aidant. Donc moi, je m'emploie vraiment à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap partout sur le territoire. C'est si important. Et justement, là, les prochains chantiers, dans l'immédiat, encore dans la période du Covid, la question de la vaccination, par exemple, est-ce qu'il y aura un sort particulier pour les personnes handicapées? Est-ce que celles-ci pourront se prévaloir d'une certaine forme de priorité pour cette vaccination? Alors, handicap n'égale pas vulnérabilité. C'est la situation de santé. Et donc, le Premier ministre l'a rappelé, les personnes handicapées vieillissantes, notamment, seront vaccinées en priorité, comme les personnes en EHPAD. Et après, elles suivront exactement le même principe, sauf si, justement, elles ont des comorbidités ou des problèmes de vulnérabilité liés à leur état de santé. Merci J'y beaucoup. veillerai. Merci beaucoup, Sophie Cluzel. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées depuis 2017. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la disparition de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Nous serons en compagnie du journaliste Gérard Courtois et puis du réalisateur et photographe Raymond Depardon. En attendant, il est 8h sur France Culture.